Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. On commence d'abord par se poser une question. Comment apprendre en s'amusant? Émilie Enrault, une professeure des écoles, nous explique ses secrets sur sa chaîne YouTube. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Toujours, Alexandra De Villers est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Les choix de spécialité en classe de seconde. Eh ben, on voit ça dans un instant. Et puis c'est notre question du jour. Comment pousser les jeunes, tous les jeunes, vers la découverte de milieux professionnels qui leur paraissent parfois un petit peu éloignés? La question est vaste, vous le savez, pressante aussi, d'autant plus à l'approche de nouvelles échéances de Parcoursup et des stages de fin d'année. On en parle avec notre invitée, elle s'appelle Émilie Auvray. Bonjour Émilie. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes la fondatrice de l'association Toi Demain, une asso que vous allez nous présenter dans un instant, juste après le Focus. On ne se lâche jamais d'apprendre et ça, Émilie Enrault l'a bien compris. Cette professeure des écoles est très suivie sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, suivie par plus de 65 000 abonnés avec sa chaîne baptisée Qui fait l'école. Xavier Terrade a fait pour nous un petit tour d'horizon de ce qu'on peut trouver sur sa chaîne. On regarde. Il y a un nouveau jeu qui marche super bien. Pour rentrer dans ma classe, il faut taper un code secret. Ce matin, il fallait taper papa. C'est bon, tu peux rentrer. Depuis la création de sa chaîne YouTube Qui fait l'école en 2015, Émilie Enrault apprend aux enfants en les amusant. Elle leur fait notamment faire de la physique sans en avoir l'air, avec des billes. Avec 3 fois rien et de la récupération, on peut s'amuser pendant des heures. Les enfants s'emparent de tout ce qu'il y a dans la classe pour créer des tunnels, des obstacles. En fait, c'est quasiment de l'initiation à de la physique. Un groupe vient de découvrir que plus le plan était incliné, plus la bille allait vite. Mais ça, si je leur avais dit, ils l'auraient certainement pas retenu. Mais de l'expérimenter, ça va rester gravé en eux pour la vie. Ces techniques pédagogiques atypiques cartonnent. Qui fait l'école séduit petits et grands et est suivi par plus de 65 000 abonnés sur YouTube et compte près de 200 000 followers sur Instagram et plus de 100 000 sur TikTok, où elle réussit le pari fou de faire rire en apprenant à lire. L'étape ultime, et ça ils adorent, c'est quand on s'amuse à mélanger les syllabes. Tu vas essayer de me lire ceci maintenant. Mappa, exact. Ça peut devenir de plus en plus dur et ça les fait beaucoup rire. Mampa. C'est le niveau expert, hein. Les autres regardez ça parce que si elle s'arrive à lire ça, elle est vraiment championne. Vas-y. Waouh. Quand l'enfant est prêt, je découpe d'autres mots. Fou rire assuré. Forte de quasiment 20 ans d'expérience en tant que professeure des écoles, Émilie Enrault est aussi de bons conseils pour les enseignants qu'elle aide notamment lors de situations compliquées. Alors il y a une chose qui peut être très tentante, c'est de casser un élève quand son comportement nous insupporte ou quand on est un petit peu à bout de patience. Parfois, ça sort tout seul. Une petite moquerie, un petit mot qui va faire rire le reste de la classe. Mais si on fait ça aux dépens d'un élève, d'autant plus s'il est perturbateur, on va obtenir tout l'inverse de ce qu'on voudrait. L'enfant ne va certainement pas se mettre à vous écouter et à se calmer, parce que s'il perd la face devant les camarades, vous aurez perdu sa confiance pour le reste de l'année. Son empathie, Émilie tient à l'enseigner à ses élèves. C'est important que les enfants se mettent à la place des autres. C'est important qu'on mette des mots sur les émotions. Et avant toute chose, avant de pouvoir mettre des mots dessus, bien sûr, c'est qu'on soit en connexion avec ses émotions, c'est qu'on puisse les reconnaître. Des pistes pour une éducation bienveillante qu'Émilie Enrault devrait coucher sur papier et publier dans un livre très bientôt. Trouver un stage quand on est élève de 3e ou de seconde, vous le savez, relève parfois et même bien souvent du parcours du combattant. On vous présente alors aujourd'hui une initiative qui accompagne ces jeunes dans cette recherche de stage et qui leur permet aussi, et c'est important, de s'orienter vers un projet professionnel qui leur ressemble. C'est important, on en parle tout de suite dans la première partie des Talks. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Émilie Auvray. Émilie, je suis ravie de vous avoir sur le plateau. Vous êtes la fondatrice de l'association Toi Demain. Vous allez nous présenter ce que vous faites avec Toi Demain dans un instant. D'abord, je voudrais revenir sur cette actualité. Cette année, Émilie, et pour la première fois, tous les élèves en classe de seconde générale et technologique vont devoir faire un stage, et ce du 17 au 28 juin prochain. Qu'est-ce que ça change par rapport aux années précédentes? C'est le fait que ce soit obligatoire pour tout le monde? Exactement. Ouais. Avant, comme souvent, tout le monde doit le savoir, il y avait un stage d'une semaine obligatoire pour les 3e, au milieu de l'année, souvent entre les vacances de la Toussaint et les vacances de février, à des dates différentes. Et là, en plus,
toutes les secondes générales vont devoir faire un stage de 2 semaines en juin, au même date. Au même moment. Ouais. C'est donc la nouveauté. Un sacré challenge. C'est donc la nouveauté, effectivement. Les stages de découverte obligatoires, c'est aussi une première porte d'entrée vers le monde de l'entreprise. Mais vous avez fait le constat que déjà là, de grandes inégalités apparaissent, puisque l'accueil de ce jeune se fait principalement par ce qu'on appelle le network, le réseau. Tout le monde n'a pas forcément de réseau, notamment quand on a entre 15 et 16 ans. C'est là que vous avez souhaité agir avec votre association Toi Demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà d'où vous vient l'idée et ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, beaucoup de questions alors. Alors déjà, plutôt de comment c'est né. Enfin déjà, le concept. On va parler avec plaisir. Concept. Le concept, c'est vraiment de permettre à chaque jeune de vivre une première expérience positive avec le monde de l'entreprise. Les jeunes, comme vous l'avez dit, souvent qui ont un réseau finissent par trouver un stage. Ceux qui n'ont pas forcément de réseau en trouvent un aussi, mais souvent dans leur quartier. Et c'est pas toujours forcément un stage qui ouvre des portes, qui ouvre le champ des possibles sur les possibilités des différents jobs qu'ils pourraient vivre plus tard. Ni forcément ce qu'ils veulent faire aussi après. Oui, alors, c'est un peu par dépit qu'ils choisissent le stage parce que... Par dépit, parce que c'est dans le quartier, parce que c'est pas loin, parce que j'ai trouvé ça, et cool, j'ai coché la date, la case, j'ai fait un stage. Ouais. Mais du coup, le fossé se creuse tout de suite entre les jeunes qui ont un réseau et ceux qui n'en ont pas. Parce que forcément, j'avais lu un article qui était « Dis-moi ton stage de 3e, je te dirai d'où tu viens ». Je trouve ça très parlant. Ouais. Parce que cette phrase-là, elle coule de source. Coule de source, ouais. Et c'est vrai que ceux qui n'ont pas de réseau, ils sont dans leur petit quartier, sur le stage qu'on appelle un peu kebab. Et ceux qui ont du réseau, ils vont dans des grands groupes, ils voient le monde de l'entreprise, la pluralité des métiers que ça offre, etc. Donc voilà. Et du coup, nous, le concept, c'est de se dire, voilà, vous, entreprise, vous avez un engagement, c'est d'accueillir non seulement vos enfants de collaborateurs, chose que souvent elles font, mais aussi d'ouvrir vos portes à des jeunes qui n'ont pas de réseau. Donc, on vient vous aider, parce qu'on sait que c'est pas simple, c'est pas votre cœur de métier d'accueillir les jeunes, surtout en 3e, parce que c'est un stage d'observation, on le rappelle, donc ils peuvent rien faire à part regarder et sentir ce qui est vécu. Et l'idée, c'est de dire aux entreprises, 1 semaine ou 2, en juin, vous allez accueillir une quinzaine de jeunes dans votre entreprise, ou 10 ou 20, selon la taille de l'entreprise, et il y aura 2 coachs formés à notre pédagogie Toi Demain, qui vont accompagner les jeunes au sein de l'entreprise, toute la semaine. Les coachs, c'est quoi? C'est des gens que vous formez, mais qui appartiennent à votre association, ou ce sont des gens en interne dans l'entreprise que vous coachez? Alors, ce sont des gens qui sont coachs dans leur vie, coach professionnel, etc., conformes à notre pédagogie. D'accord. Et qui interviennent dans l'entreprise. Au sein de l'entreprise. Et du coup, les jeunes sont encadrés toute la semaine par ces 2 coachs. Donc, ils créent l'alliance. Je voyais le petit truc d'avant, kiffer l'école. Là, c'est kiffer son stage. Ils font en sorte que le stage soit un kiff, qu'ils vivent des belles choses. Et 25% du temps, il y a des collaborateurs de l'entreprise qui interviennent. Et 75% du temps, c'est les 2 coachs qui font vivre des ateliers aux jeunes sur la connaissance de soi, l'orientation. Un atelier théâtre qui travaille la posture à l'oral parce que c'est essentiel pour la suite. Et on va en parler avec Alexandra dans un instant. Et ils doivent créer un projet qui présente un jury de collaborateurs en fin de semaine. C'est un stage très complet. Très, très complet. Et vous êtes partout en France maintenant ? Alors, on est très implanté dans les Hauts-de-France et on commence à se développer sur Paris, Nantes et bientôt Bordeaux. Le stage obligatoire en seconde, c'est donc du 17 au 28 juin prochain. Est-ce que ça veut dire, Émilie, qu'il faut dès maintenant se mettre à chercher un stage, commencer à trouver une entreprise, une association, une administration, une institution même aussi, parce que le temps passe vite. Alors oui, nous on reçoit déjà des petites lettres de personnes qui recherchent des stages parce que les parents sont stressés. Ouh là là, comment je vais faire? Et du coup, moi je pense qu'il faut commencer à y réfléchir dès maintenant parce que ça va arriver très vite avec les vacances scolaires bientôt. Mais oui, quel conseil vous donnez habituellement aux adolescents qui vous posent la question de justement comment on s'y prend pour trouver un stage? Passez par nous, Toi Demain, évidemment. Évidemment. Mais quelle question en Philippines, enfin. Chercher et trouver un stage, en tout cas en entreprise, ça peut s'avérer, on le sait, et on l'a dit, complexe pour les élèves de seconde notamment. Et pour faciliter la chose et la chasse au stage, une plateforme collectant les propositions des entreprises, associations ou collectivités est à leur disposition. Ça s'appelle Un jeune, une solution. C'est une solution que vous connaissez, vous, avec laquelle vous travaillez déjà un peu? Alors effectivement, ce qu'on disait, c'est que Un jeune, une solution, c'est un
petit peu la nouvelle plateforme pour les secondes de mon stage de 3e anciennement. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose où nous, on poste nos annonces de stage sur cette plateforme. Et ça permet effectivement aux jeunes de s'y inscrire. À partir du 25 mars, c'est ce Exactement. que j'ai... Ça ouvre, pour les stages de seconde spécifiquement, la plateforme ouvre les inscriptions le 25 mars. Donc on a reçu, figurez-vous, il y a 2 jours, un mail de cette plateforme pour qu'on puisse y inscrire nos actions. Magnifique, magnifique. Les pays dont les élèves ont le moins de problèmes avec leur orientation, qui ont les plus faibles taux de réorientation en cours de cursus, est-ce que ce sont, selon vous, ceux aussi qui font faire le plus de stages à leurs élèves? Est-ce que plus on fait faire des stages aux enfants, moins on a de problèmes de réorientation après, au cours du cursus des enfants? Alors, oui, ça j'en suis convaincue. Ouais. Je n'ai pas les chiffres pour vous le prouver. J'en suis assez convaincue. Mais surtout, je pense que faire un stage, ça permet d'ouvrir les portes du champ des possibles et de se dire que l'orientation peut être un choix. Même si au pire, ils changent de voie, parce que maintenant, les parcours en Z, on les voit de plus en plus, et ben c'est pas grave. En fait, nous, on est là pour démystifier l'orientation et dire aux jeunes, apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir ce que vous valez. Oui, c'est important. Et le reste, c'est pas grave. Par contre, accéder à ce monde de l'entreprise, etc., et c'est leur ouvrir les portes dès le début pour qu'ils se disent, ce monde-là aussi, moi, je peux y aller. Alexandra, vous partagez cet avis, je voulais y réagir au propos d'Émilie. Bien sûr. Alors, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir, justement, en seconde, en début d'année de seconde, et on travaille sur quel stage je vais pouvoir faire. Voilà, ils réfléchissent dans une logique d'orientation post-bac en se disant, si je fais un stage de seconde qui a du sens, je pourrais m'en servir dans Parcoursup, etc. Donc, c'est hyper intéressant, je pense. Donc, vous saluez aussi cette initiative du stage obligatoire. J'ai applaudi, j'ai applaudi. C'est ce qui nous manque. Ah oui, aussi, oui, vraiment. C'est une très très bonne initiative. Rapprocher, on a besoin, Émilie, de rapprocher justement ce monde de l'éducation, de l'école et le monde de l'entreprise. On ne le fait peut-être pas assez, à part ces stages qui sont donc une très bonne initiative, vous le dites, ailleurs, dans d'autres cadres à l'école. Alors, effectivement, il y a depuis quelques années des RIPRE qui sont justement nommés par établissement scolaire. Expliquez-nous ce que c'est, parce que vous en avez parlé en préparant l'émission, mais je ne savais absolument pas ce que c'était. Dites-nous. Alors, un RIPRE, c'est un responsable d'insertion professionnelle pour les relations école-entreprise. Okay. Et du coup, il est responsable de créer des liens, justement, avec les entreprises. Mais encore une fois, ce qui est vécu sur le terrain, c'est différent selon les établissements scolaires. Il y a des super RIPRE qui sont à fond, notamment Sylvie Ponavoy, je la cite, c'est une RIPRE qu'on connaît bien dans un établissement scolaire. Ils vont faire plein d'actions, mais c'est à la base du volontariat. Donc voilà, tout le monde n'a pas forcément le super RIPRE dans son établissement scolaire, parce que c'est pas toujours, pas toujours si simple en fait d'avoir aussi le réseau entreprise pour ce RIPRE. Donc il faut aussi avoir les possibilités de faire vivre ces actions-là. Effectivement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on continue d'en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Émilie Auvray, la fondatrice de l'association Toi Demain. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Alexandra, au programme aujourd'hui, comment choisir ses spécialités pour la classe de première? Vaste question, ça c'est sûr. Dites-nous tout. Eh bien oui, avec la réforme du lycée, les lycéens, en tout cas les élèves de seconde, doivent réfléchir aux 3 spécialités qu'ils vont choisir pour la classe de première, sachant qu'ils devront en abandonner une en classe de terminale. C'est un choix qui est compliqué pour eux. Je comprends, effectivement. Quelles sont les spécialités qu'on leur propose à ces lycéens? Alors, des spécialités un peu classiques, on va dire par exemple scientifiques, les maths, la physique et les SVT qu'on connaît bien, et puis d'autres choses un peu plus originales, comme par exemple NSI, informatique, ou encore sciences de l'ingénieur. On a aussi tout un pôle sciences humaines, les SES, l'économie, la littérature, on peut pousser un petit peu, et puis la géopolitique. À côté de ça, vous avez aussi des langues. Il est possible vraiment de choisir une spécialité linguistique assez poussée, les arts et le sport. Passionnant. Est-ce qu'il y a des choix qui sont complètement libres quand on choisit justement ces spécialités pour la classe de première, ou est-ce qu'il existe des combinaisons qui sont plus ou moins imposées? Alors ça dépend complètement de la logique et de la politique du lycée. Il y a des lycées qui ont joué la carte de la réforme et je trouve ça absolument génial, c'est-à-dire que le choix est complètement libre, les lycéens peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Alors en termes d'organisation pour le lycée, c'est pas facile, oui, évidemment. Voilà. Donc certains autres lycées ont choisi plutôt d'imposer des triplettes. C'est un petit peu dommage, comme s'ils ne voulaient pas trop, s'ils voulaient modifier un peu les filières traditionnelles. D'accord, ok. Est-ce que le choix des spécialités est déterminant pour la poursuite des études d'un lycéen, ou est-ce que vous allez me dire que non, finalement? Si, c'est déterminant, et c'est bien ça le problème, et c'est bien ça qui est très anxiogène pour les élèves de seconde. Parce que il faut qu'ils fassent des choix en classe de seconde. Parfois, certains lycées leur demandent de se positionner quasiment à la fin du premier trimestre de seconde. Ils sont tout jeunes, ils ont 15 ans. Il faut qu'ils fassent des choix qui vont être déterminants pour Parcoursup. C'est-à-dire qu'en fonction des choix qu'ils vont faire de spécialité, ils vont pouvoir ou non postuler dans telle filière. Par exemple, un jeune qui se dirait « non, moi, j'aime pas trop les SVT ou la physique », il se ferme les portes de médecine, de veto, de tout ça. Un jeune qui se dirait « moi, non, les maths, je suis pas bon, je ne prends pas », il peut plus être ingénieur, il peut plus faire des études d'économie assez poussées. Donc, il faut avoir conscience de tout ça quand on fait les choix. J'imagine, et c'est pas facile, mais vous êtes là pour nous aider justement. Comment faut-il choisir ces spécialités, Alexandra? Qu'est-ce qu'on fait quand on est un élève de seconde, par exemple, et que là, on est en plein dedans? Alors, je pense qu'il y a 3 critères à vraiment prendre en considération. Il y a un certain nombre de jeunes qui sait déjà ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est génial, évidemment, si on sait ce qu'on veut faire après le bac. Les spécialités, c'est assez facile, on trouve vraiment les infos, c'est pas très compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je dis toujours, alors 2 critères essentiels. Déjà, qu'est-ce que tu aimes? Il faut kiffer l'école, il faut kiffer son lycée, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc voilà, va chercher des spé dans lesquels tu vas t'amuser, parce que c'est 4 heures par semaine en première, et puis ça va devenir 6 heures en terminale. Donc si on fait 6 heures d'une spé qu'on déteste, c'est l'enfer. C'est clair. Et 3e critère qui est essentiel, c'est dans quoi tu es bon. Évidemment, il faut savoir que, tout le monde le sait, sur Parcoursup, le dossier scolaire est essentiel. Il faut avoir des bonnes notes pour avoir des choix intéressants. Donc, si on prend des spé dans lesquels on est bon, ok, on a quand même un bon dossier. Voilà, donc il faut prendre en considération tout ça. Vous rencontrez des élèves qui sont actuellement complètement perdus face à ces choix, Alexandra? Oui, effectivement. Il y a beaucoup d'élèves de seconde qui ne savent pas du tout quoi choisir. Alors, j'entends dire que parfois, il y en a qui font plouf-plouf la veille du jour J, donc c'est vraiment très dommage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'élèves de seconde qui viennent me voir, avec qui on travaille déjà un projet d'orientation pour pouvoir déterminer les spécialités. C'est nouveau. Avant, c'était pas le cas. Et c'est ça pour ça que vous avez de plus en plus aussi, j'imagine, de clients et de jeunes qui viennent vous voir. Exactement. Aussi, est-ce qu'il existe des ressources pour les aider justement, ces jeunes? Oui, heureusement. Alors, le premier conseil que je peux donner aux lycéens, enfin à l'élève de seconde qui ne sait pas quoi choisir, c'est d'aller voir sur Parcoursup. C'est-à-dire que chaque formation va détailler les attendus de la formation et les spécialités qu'il conseille de choisir pour suivre cette formation. Moi, je trouve ça assez intéressant dès la seconde d'aller un petit peu naviguer sur Parcoursup. Et puis, il y a heureusement des outils très intéressants. Par exemple, un site qui s'appelle Horizon 21. Vous cochez des spé et vous voyez quelle porte ça vous ouvre. C'est hyper bien fait, c'est vraiment très facile d'utilisation et c'est quand même bien pour eux. Vous avez une petite conclusion pour nous, Alexandra? Oui, là, ce que j'ai envie de dire aux élèves de seconde, c'est que l'orientation se construit sur du long terme. L'orientation, c'est pas simplement 2 mois avant Parcoursup quand on est en classe de terminale. L'orientation, ça se pense... C'est un chemin, exactement, vous avez raison. Ça se pense sur du long terme, c'est-à-dire qu'on y réfléchit en seconde et on se projette sur 6 ans. J'ai
envie de dire bac plus 3, bac moins 3, bac plus 3. Et ben voilà, le mot de la fin, effectivement. Merci beaucoup en tout cas Alexandra pour cette chronique. Et puis on va continuer à voir, vous allez voir dans la deuxième partie du talk tout de suite que l'éducation, l'orientation aussi est un chemin. On commence avec le stage. D'abord en troisième et en seconde, tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue à en parler avec notre invitée Émilie Auvray, fondatrice de l'association Toi Demain. L'orientation comme un chemin au-delà de l'aide de la recherche d'un stage. Vous accompagnez aussi, c'est ce que j'ai cru comprendre, avec Toi Demain, les élèves dans la rédaction de leur CV, leur lettre de motivation, c'est ça? Oui, mais pas que. Ah, dites-moi tout. En fait, effectivement, donc, nos stagiaires sont 2 semaines, du coup en juin, Maintenant. en entreprise. Avec 2 coachs qui vont les accompagner toute la semaine au sein de l'entreprise. Donc, ils vont vivre l'entreprise toute la semaine. 25% du temps, ils vont rencontrer des collaborateurs, mais sur des moments vraiment qualitatifs, parce que ce sera un genre de speed dating des métiers ou des choses comme ça. Des temps qui sont consacrés à ce temps-là. Des temps consacrés à la rencontre de collaborateurs, 25% du temps à peu près. Et là, ils vont faire un speed dating et rencontrer des métiers, 20 minutes, 4 métiers, des choses comme ça. Donc c'est des temps très encadrés qui fait que même le collaborateur qui vit le moment passe un bon moment, plutôt que d'avoir le petit jeune à côté de lui à le regarder toute la semaine. Donc voilà. Et l'autre partie du temps, sur 75% du temps, on va travailler sur un atelier. Effectivement, CV, lettre de motivation. Mais sur d'autres ateliers, on va travailler à travers le jeu, à travers des ateliers très ludiques, justement, la connaissance de soi, l'orientation à travers des photolangages, des choses comme ça, des choses très concrètes. Des maquettes aussi. J'ai vu sur votre site internet Alors que ça, des élèves avaient créé exactement. le magasin du futur. Exactement. Alors, ils doivent créer un projet, donc ils doivent aussi vivre d'être des collaborateurs. Donc, ils vivent d'être un collaborateur en créant un projet avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément au sein de leur équipe, avec une présentation, une deadline, etc. Et aussi, ils doivent créer, avec des vrais outils, des vrais outils pédagogiques, leur arbre d'orientation, avec mes fiertés, mes valeurs, mes rêves, mon animal totem, etc., qui viennent construire justement ce chemin d'orientation. Parce que, ce qu'on dit, vous connaissez 1% des métiers qui existent quand vous êtes en seconde. À peine. Donc arrêtez de vous stresser à trouver une étiquette métier. Et en plus, plus tard, quand vous allez devoir chercher un job, il y aura plein de jobs qui n'existent pas encore maintenant, qui existeront plus tard. Donc l'idée, c'est de partir de leurs compétences, vous l'avez dit, de leurs compétences, de ce qu'ils aiment faire, Bien sûr. Et de partir même de leurs petites expériences. J'adore babysitting, ok, peut-être qu'elle t'aime l'accompagnement, etc. Va creuser toutes ces petites choses du quotidien. Et ça amène à des beaux arbres d'orientation qui sont magnifiques à écouter. C'est ce que vous faites aussi, Alexandra, avec les élèves que vous accompagnez. Trouver sa voie, trouver le domaine déjà dans lequel on va faire le stage. Je rebondis sur ce que vient de dire Émilie, c'est ça. Moi en tout cas, je pars de ce qu'ils sont. Et je leur dis, raconte-moi ton univers, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, c'est quoi tes valeurs. Enfin voilà, on est complètement dans la même. Et ça, c'est intéressant pour eux parce que déjà ils se posent, ils apprennent à se connaître. Pour aller chercher là où on a envie d'aller, c'est plus facile. Et c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, qu'on ne fait pas du tout à l'école aujourd'hui. On a besoin quelque part d'associations comme vous ou de coachs comme vous pour prendre ce sujet, Émilie. Et évidemment, et c'est vrai que les coachs, souvent, quand on a un environnement familial plus aisé, quelquefois les parents ont la possibilité de payer un coach d'orientation. Et quand on n'a pas de réseau, qu'on a moins les moyens, etc., on n'a pas cette possibilité-là. Donc nous, notre vocation, c'est de se servir du prétexte du stage de 3e et de seconde pour faire vivre une première expérience positive avec le monde de l'entreprise et permettre aux jeunes d'avoir ces petites clés, en fait, pour mieux se connaître et mieux s'orienter. Parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de l'avoir. Et puis c'est difficile, effectivement, et Alexandra l'a très bien dit, de savoir ce qu'on veut faire quand on a 15-16 ans, de savoir dans quel domaine on veut travailler. Cette présentation des métiers-là, j'imagine qu'il y a un travail aussi à faire, non seulement du point de vue et du côté des élèves, mais aussi et surtout du côté des entreprises. C'est elles que vous contactez aussi, ou c'est un enfant qui vous dit « Ok, moi j'aimerais bien bosser chez Total ou chez Vinci, ou alors chez Boulanger du Coin et c'est par ce biais-là que vous allez toucher les entreprises. Comment ça fonctionne ? Alors nous, on démarre des entreprises en leur présentant l'action, en disant, vous, entreprise, vous avez un engagement. C'est d'accueillir, d'ouvrir vos portes à vos enfants d'enfants de collaborateurs, chose que quelquefois elles font. C'est pas généralisé, c'est ce que vous me dites. Alors souvent elles le font. Alors soit c'est organisé, soit c'est pas organisé. Mais souvent elles accueillent de facto les enfants de collaborateurs. Mais elles n'ouvrent pas forcément leurs portes à des jeunes qui n'ont pas de réseau parce qu'elles n'ont pas le temps. Enfin, c'est compréhensible. Et les jeunes ne pensent pas
ils s'autocensurent en fait les jeunes des quartiers moins favorisés. Ils ne vont pas toquer à la porte de L'Oréal, de Total, comme vous disiez. Enfin, je parle des grosses boîtes, mais même nous, on travaille, Kiabi, etc. Il n'y a pas tant que ça de jeunes qui osent y aller. Donc là, l'idée, c'est de lever cette autocensure, d'aller voir ces entreprises en disant, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à ouvrir vos portes à ces jeunes qui n'ont pas de réseau. Et c'est clé en main, c'est-à-dire que vous allez accueillir des jeunes qui n'ont pas forcément les codes de l'entreprise. Donc oui, ils vont peut-être venir en jogging. Voilà, ils n'ont pas forcément les codes, mais on est là pour justement leur donner ces premiers codes. Ouais. On est là pour les acculturer à ce monde professionnel. Donc c'est ça déjà le premier pas. Et du coup, ce que je disais, c'est que on accompagne les entreprises pour que ce moment du stage soit positif pour les collaborateurs, qui vivent un beau moment quand ils rencontrent ces jeunes et qui se sentent utiles en plus, et que les jeunes, de leur côté, vivent un bon stage. Donc on part des entreprises, et une fois qu'elles nous disent oui, on contacte les établissements scolaires et on leur propose d'action. On parle des entreprises, on parle des établissements scolaires, des enfants aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, je reviens sur le sujet d'autocensure, aussi un sujet de pression parentale sur mon fils, tu deviendras médecin, ma fille, tu deviendras un tel. Est-ce que vous ressentez ça ou est-ce que finalement c'est plus tellement le sujet aujourd'hui parce que les enfants ils savent ce qu'ils veulent faire ? Alors, nous, on est plutôt avec des jeunes moins favorisés. Donc la pression parentale, il n'y en a pas forcément, mais... A contrario, il y a une autocensure. Ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous, en revanche, vous la voyez peut-être, Alexandra. C'est différent. Ah oui, moi, je ressens vraiment encore la pression familiale, hein, évidemment. Il faut négocier parfois avec... Ah oui. Oui, les parents font la démarche de dire tu vas travailler ton orientation, et puis au moment où le jeune dit en fait j'ai envie de faire ça et ça grince des dents, hein, parfois. Donc il faut négocier. Il faut négocier. Et puis le stage, c'est aussi un moyen pour tout le monde, votre association, comme vous, Alexandra, en tant que coach, de redonner aussi un sens à la scolarité de l'élève, j'imagine, de lui faire comprendre, de lui montrer aussi que tout ce qu'il apprend en classe, ça ne sert pas à rien, c'est à terme pour pouvoir utiliser toutes ces connaissances dans le monde professionnel. Il y a aussi cette partie-là que vous venez activer chez l'enfant. Oui, évidemment, on leur montre un chemin, on essaie de leur donner envie sur la suite. Et, ok, tu veux arriver là, à partir du moment où on est motivé et qu'on sait pourquoi on fait quelque chose, on déploie des moyens hein, quand on a la capacité. Donc l'idée, c'est de leur dire, voilà, tu as vraiment envie d'arriver là, c'est de créer des petites étincelles, c'est d'aller déclencher un peu leurs rêves, etc., pour que derrière, ils mettent les moyens à l'école de les atteindre. Ces valeurs-là, Émilie, elles sont assez universelles. Je me penche 2 minutes sur votre parcours professionnel et personnel d'abord, parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'une autre émission sur Europe 1 et vous me disiez à l'époque, être toujours passionné par les rencontres humaines, par l'entraide et par l'accompagnement des jeunes. Ça vient du scoutisme quand vous étiez plus jeune ? Ça vient de scoutisme, évidemment, parce que j'ai vécu des moments forts dans l'accompagnement des autres. Et c'est vrai que c'est des valeurs qui sont ancrées en moi depuis toujours. Ouais. Mais moi, je viens aussi de ce monde de l'entreprise, parce que j'ai un papa qui est entrepreneur et qui du coup a vécu l'entreprise dans l'entreprise comme à la maison. Donc voilà, il vivait ses convictions. Et déjà, il y a 20 ans, on me parlait à la maison de l'entreprise engagée, de la RSE, de la RSM, etc. C'est un truc qui est très ancré chez vous. Voilà, je suis né avec cette entreprise, avec l'engagement de l'entreprise et l'engagement tout court. Et du coup, j'ai voulu aller vers le monde associatif. Ça fait 10 ans que je suis dans le monde associatif, en lien avec l'entreprise. Donc j'ai vraiment cette double culture, on va dire ça comme ça. Ouais. Et dans toutes les assos que j'ai vues, elles ont tous des programmes canons, mais toutes ont une difficulté commune, c'est le sourcing des jeunes. Aller chercher les jeunes dans les quartiers et leur proposer des actions. Et ça, c'est pas simple. Parce que vous, certains d'entre vous viennent vous voir, mais est-ce qu'effectivement vous arrivez à les toucher justement. Et nous, comment on les touche ? C'est que comme le stage, il est obligatoire. Ah oui. Et c'est un super prétexte. Ils sont obligés de le faire. Donc nous, via ce stage, en fait, ce stage, c'est un prétexte pour aller chercher ces jeunes et les emmener plus loin, les faire grandir en confiance en eux, les faire travailler sur les sujets de l'orientation, mais ça développe plein de vertus derrière. Il y a une autre vertu qui est hyper importante que j'aimerais vous partager. Dites-nous rapidement. C'est qu'au sein du stage, on mixe enfants de collaborateurs et jeunes sans réseau. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on crée de la mixité aussi au sein du stage, parce que les rencontres,
il n'y en a pas si souvent. Et c'est ce qui fait effectivement votre différence. Ouvrir le champ des possibles, voilà entre autres la mission de Toi Demain. Merci mille fois d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Émilie Auvray. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette association. Je rappelle aussi que la plateforme nationale Un Jeune, une solution.fr regroupera prochainement, donc à partir du 25 mars, les offres de séquences d'observation en milieu professionnel ouvertes à tous les élèves. Merci encore d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Alexandra, d'avoir été sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV, comme tous les jours. Bonne journée.